La situation en Ukraine, au cœur de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce jeudi soir. Plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont condamné Moscou pour l'incursion présumée de troupes russes en territoire ukrainien. L'ambassadrice américaine a vivement attaqué Moscou, qu'elle accuse de mentir. À chaque étape, a-t-elle déclaré, la Russie s'est présentée devant ce Conseil pour dire tout sauf la vérité. Elle manipule, elle embrouille, elle ment éhontément. Donc nous avons appris à juger la Russie pour ses actes et non pour ses mots. Ces dernières 48 heures, les actions de la Russie ont été très parlantes. Est inadmissible. L'ambassadeur russe, Vitaly Tchourkine, a répliqué en accusant l'Ukraine de mener une guerre contre son propre peuple, mais il n'a pas nié la présence de mercenaires russes dans le pays. L'ambassadrice américaine a dit « Quel genre de message pouvons-nous envoyer aux voisins de la Russie ? Je suggère que nous envoyions un message à Washington. Arrêtez d'interférer dans les affaires internes des États souverains. Arrêtez d'essayer d'ébranler un régime que vous n'aimez pas. Restreignez vos ambitions géopolitiques. Et ensuite, non seulement les voisins de la Russie, mais beaucoup d'autres pays à travers le monde pousseront un soupir de soulagement », a-t-il déclaré. La Russie s'est trouvée isolée lors de toutes les dernières réunions du Conseil de sécurité à propos de l'Ukraine. Mais grâce à son droit de veto, aucune résolution n'a pu être adoptée. La vague de manifestations qui secoue l'Ukraine depuis novembre 2013 a conduit à la destitution le 22 février du président Viktor Yanukovych. Dans un pays en pleine crise économique, cette mobilisation est révélatrice d'une colère populaire contre la dérive autoritaire du pouvoir. Mais elle est aussi le symbole d'un clivage entre une partie de la population tournée vers la Russie et une autre qui regarde vers l'Europe. Mais alors, comment expliquer le tiraillement de l'Ukraine ? Au cours de l'histoire, les territoires qui composent l'Ukraine d'aujourd'hui ont été sous l'influence de différentes puissances extérieures, partagés le long d'une ligne qui coïncide grossièrement avec le cours du Dniepr. À l'ouest du fleuve, la domination des Lituaniens, des Polonais puis des Austro-Hongrois ancre ces régions en Europe. À l'est du Dniepr, en revanche, ce sont les Russes qui affirment leur emprise sur ces terres, qui, via la mer Noire, leur offrent un débouché sur les mers chaudes. Plus tard, au cours du XVIIIe siècle, la Russie conquiert finalement la plupart des terres occidentales. En 1917, à la chute de l'Empire russe, l'Ukraine proclame brièvement son indépendance. 5 ans plus tard, elle est incluse dans l'Union soviétique. La collectivisation forcée et la répression stalinienne culminent avec la grande famine des années 30 qui fait plus de 6 millions de victimes, en grande partie dans l'ouest du pays. Quelques années après, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine devient l'un des théâtres majeurs de la Shoah et connaît des combats d'une extrême violence. Plus de 8 millions de personnes perdront la vie. Ces deux tragédies sont fondatrices d'une mémoire ukrainienne éclatée. L'Ukraine soviétique atteint progressivement sa taille actuelle et en 1991, à la chute de l'URSS, elle retrouve son indépendance, même si durant plusieurs années, le pays reste sous le contrôle d'un régime pro-russe. C'est l'année 2004 qui change la donne. À l'issue de l'élection de Viktor Yanukovych, jugée frauduleuse, la révolution orange, menée par Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko, porte au pouvoir des forces politiques libérales et pro-occidentales. Lors d'un nouveau scrutin, la fracture électorale entre Est et Ouest est nette. Si l'élite politique ukrainienne se rapproche alors de l'Union européenne, l'influence russe reste très présente, et ce, à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel d'abord, Moscou considère Kiev comme la toute première capitale de la Russie au Moyen Âge. Un héritage encore perceptible aujourd'hui, 17% de la population ukrainienne est d'origine russe et la partie orientale du pays est majoritairement russophone, tout comme la capitale, Kiev. En termes stratégiques ensuite, l'Ukraine est un atout majeur pour l'armée russe, notamment la province autonome de Crimée, qui bénéficie d'une situation idéale sur la mer Noire.
Et dans le port de Sébastopol, ville majoritairement russophone, un accord entre les deux gouvernements garantit à Moscou le maintien d'une importante base navale. La dépendance énergétique, enfin, est un autre élément qui limite l'autonomie du pays face à la Russie. 58% du gaz consommé en Ukraine est russe, et ce levier est utilisé par Moscou pour faire pression sur Kiev, comme en 2006 et en 2009, quand la Russie avait fermé ses robinets. En 2010, Viktor Yanukovych revient au pouvoir dans un pays affaibli par la crise financière, les lourdes factures gazières et la corruption. L'Ukraine en crise est néanmoins courtisée par ses voisins, avec lesquels elle entretient de fortes relations commerciales. À l'ouest, l'Union européenne, voisine directe de l'Ukraine depuis les élargissements de 2004 et 2007, envisage de l'intégrer dans son partenariat oriental. Un projet qui cible plusieurs anciennes républiques soviétiques, avec un double accord d'association et de libre-échange à la clé. À l'Est, Vladimir Poutine, qui s'emploie à reconstruire l'ère de domination russe, veut faire de l'Ukraine une pièce maîtresse de son union douanière. La préfiguration d'une union eurasienne qui réunirait de nouveau plusieurs républiques d'ex-URSS. Tandis que Yanukovych jongle entre les deux propositions, Moscou s'emploie à faire pencher la balance de son côté. La stratégie est double, proposer une aide financière et une baisse du prix du gaz, tout en bloquant aux frontières certaines exportations ukrainiennes. Mais à la fin 2013, Yanukovych annonce brusquement l'arrêt des négociations avec Bruxelles et choisit de se rapprocher de la Russie. La volte-face du régime provoque la colère d'une partie des Ukrainiens qui y voient une trahison et occupent la place de l'indépendance de Kiev. Face à la violente répression policière, le mouvement se radicalise et la contestation s'étend dans d'autres régions, particulièrement à l'ouest. En février 2014, un énième blocage politique provoque un regain de tension. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants font plus de 80 morts et des centaines de blessés. Après la fuite de Viktor Yanukovych et sa destitution le 22 février, une partie des Ukrainiens de l'Est refuse de reconnaître les autorités de transition. Le spectre d'une partition de l'Ukraine inquiète, éviter la sécession sera le principal défi du nouveau pouvoir. Écoutez-moi. Un messager est revenu du front. Les Polonais ont enfoncé nos frontières. Ils commettent des actes abominables. La guerre est proche, chevalier. Et elle ne nous fait pas peur, car nous sommes des Cosaques. Et si l'un de vous doit mourir, que sa mort serve de leçon à nos ennemis. Nous reprendrons une à une nos citadelles. L'armée d'invasion est dirigée par ton propre fils. Tu combats les tiens. Tu frappes tes propres frères. C'est moi qui lui ai donné la vie. C'est moi qui la lui reprendrai. Ennemi. Ta place est en enfer.
À l'étranger, le gigantesque projet de Vladimir Poutine pour lier définitivement la Crimée à la Russie. Il y a 2 ans, vous le savez, au terme d'un référendum, la péninsule de 2 millions d'habitants quittait l'Ukraine pour être rattachée à Moscou. L'Occident dénonçait une annexion. Aujourd'hui, la construction d'un pont géant a commencé pour relier les 2 territoires. Sur place, Dominique Derda, Patrice Hacheret. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jamais il ne s'arrête. Ce chantier colossal entre la Russie et la Crimée, c'est l'une des priorités de Vladimir Poutine. Démarré il y a 1 an, il doit être terminé en décembre 2018 et le temps presse. Avant même de commencer à couler le béton, il faut enfoncer à 70 mètres de profondeur plus de 5000 tubes de soutènement comme celui-ci. Si cette opération est une telle urgence, c'est parce qu'il s'agit de relier à la Russie continentale la péninsule de Crimée arrachée à l'Ukraine en mars 2014. Et c'est Vladimir Poutine en personne qui suit l'avancement des travaux. En visite sur le chantier pour le 2e anniversaire de ce que l'on appelle ici le retour de la Crimée au sein de la mère patrie, il s'exprime en direct à la télévision. Ce pont sera un symbole de plus de notre unité avec la Crimée et avec Sébastopol. Le symbole aussi de notre savoir-faire. Désormais, nous marcherons ensemble d'un pas assuré et toujours vers l'avant. Le président russe, comme souvent, a confié à l'un de ses amis d'enfance, le milliardaire Arkady Rotenberg, le soin de mener à terme ce projet à 3,5 milliards d'euros. Sur ces images d'animation, voici à quoi ressemblera l'ouvrage. Un double pont de 19 km de long. À droite, une autoroute. À gauche, une ligne de chemin de fer à grande vitesse et en dessous, des tuyaux de gaz, des câbles électriques. Un véritable cordon ombilical. En attendant la mise en service de l'ouvrage, la Russie a multiplié le nombre de ferries. La communauté internationale, elle, n'est pas prête de reconnaître l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine le sait. Mais il sait aussi que le temps joue en sa faveur et que le pont, lorsqu'il sera achevé, sera là pour longtemps. Un coup d'arrêt sans doute à Erbil. Le président ukrainien ne mâche pas ses mots. Devant la presse convoquée dans son bureau, Petro Poroshenko met en garde contre un nouveau conflit armé avec son voisin russe. Le nombre de chars russes a triplé le long de notre frontière. L'Ukraine est menacée d'une guerre totale avec la Fédération de Russie. L'ennemi paiera un prix très élevé s'il décide de nous attaquer. À l'origine de ces tensions, une confrontation navale aux portes de l'Europe. Dimanche dernier, un navire de guerre russe fonce délibérément sur un remorqueur de la marine ukrainienne. Au total, 3 bateaux ukrainiens ont été arraisonnés, les marins faits prisonniers. Cette confrontation militaire s'est déroulée entre la Russie et la Crimée, annexée par Moscou il y a 4 ans, précisément dans le détroit de Kerch, devenu un verrou pour accéder à la mer Noire. Les Russes contrôlent les entrées et les sorties dans ce bras de mer, désormais enjambé par un pont pharaonique inauguré par Vladimir Poutine en personne en mai dernier. À plusieurs moments de l'histoire, même sous le tsar, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Un point de friction devenu encore plus sensible depuis dimanche. L'Ukraine dénonce un acte d'agression de Moscou. Provocation ukrainienne, rétorque la Russie à Washington et aux Européens qui s'inquiètent. Si l'Ukraine et ses partenaires occidentaux veulent éviter de tels incidents dans le futur, il faut envoyer un signal fort pour que Kiev s'abstienne de nous braver. Alors, le bras de fer engagé entre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko risque-t-il de virer au conflit armé? L'Europe doit-elle intervenir? Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre invité Paul Duquesnoy. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur France 24. Vous êtes spécialiste de la Russie, professeur à l'université américaine de Beyrouth. Alors les Occidentaux, on l'a vu, sont plutôt sur la réserve depuis l'annonce de la réélection de Vladimir Poutine. Pourtant, c'est un plébiscite, plus de 76% des voix. Quelles ont été les raisons de cette victoire, malgré les problèmes économiques et quand même l'isolement du pays sur la scène internationale? Vraiment, il y a une certaine croissance dans la vie économique de la Russie maintenant.
Et pour ça, les gens en Russie veulent spécialement la stabilité. Ils exigent la puissance mondiale, l'héritage de l'Union soviétique, et toute la grandeur un peu perdue de la Russie historique. C'était un grand empire, c'est le plus grand pays du monde. Et pour soi, Poutine est très très populaire parmi les Russes. Les gens à l'Occident, à l'Ouest, ils ne savent jamais, ils savent très rarement que Poutine est très très populaire, qu'il 80% des Russes approuvent de M. Poutine et de ses promesses, de ses politiques en Russie, domestique et à l'étranger. Paul Duquesnoy, finalement, même si le niveau de vie s'est globalement amélioré, est-ce que la Russie d'aujourd'hui, elle a réellement évolué par rapport à l'époque de l'Union soviétique ? Mais absolument. Les Russes d'aujourd'hui ont beaucoup de liberté. Ils peuvent voyager partout dans le monde. Ils ont beaucoup de possibilités pour travailler, pour étudier ce qu'ils veulent. La presse a des problèmes, bien sûr, mais quant à au cinéma, dans la télévision, dans le monde des célébrités, la Russie est très très forte. Et il y a beaucoup de communalités entre la Russie et les pays de l'Occident dans ce regard. Et par comparaison, les Russes d'aujourd'hui ont des concerns de comparaison, pas avec les pays de l'Ouest, des États-Unis, de la France, même de Liban, même avec leur propre histoire. Et sous l'Union soviétique, c'était un désastre, une catastrophe qui dénonce même les politiques de Poutine, même les associés de Poutine qui étaient des communistes, qui étaient dans le KGB. Alors, est-ce que les Occidentaux ne sont pas pris à leur propre piège? Ils ont quand même isolé Poutine sur la scène internationale et finalement, son peuple est derrière lui et le soutient. Mais oui, absolument. C'est une grande espèce pour créer une nationalité, un sens de nationalisme russe qui est absolument approfondi par Poutine et par son soutien dans sa population, qui le soutient absolument, pas exactement absolument, mais 80% de voix, presque, et parmi la jeunesse spécialement, parce que tout le monde a su que sous l'Union soviétique, dans les années 90, la Russie était dans un état de destruction, de catastrophe. Maintenant, la Russie est vraiment hyper dans le monde. Pas exactement économique, une hyperpuissance comme les États-Unis, mais enfin une puissance qu'on doit respecter. Et ça a manqué beaucoup dans l'histoire récente de la Russie. Merci Paul Duquesnoy d'avoir été en direct avec nous sur France 24. Merci pour cet éclairage. Nous allons voir à partir de cet exemple les caractéristiques et les fondements de la puissance. La Russie est un État-continent à cheval sur l'Europe et l'Asie. Il est le plus vaste du monde avec ses 17 millions de kilomètres carrés. Le maillage des moyens de communication et de transport permet de le mettre en valeur. La Russie joue les premiers rôles mondiaux dans l'exportation des hydrocarbures et du blé. La population russe avoisine les 147 millions d'habitants. Le poids démographique est un atout, mais le taux de fécondité de 1,76 enfants par femme est un sujet d'inquiétude. Le marché intérieur de la Russie est attractif avec un revenu moyen par habitant de 11 000 $. De plus, la population dispose d'une bonne formation. L'aspect militaire est fondamental. Sa flotte de guerre et son aviation permettent à la Russie de se projeter à l'étranger, d'y envoyer ses soldats et de mener des frappes. L'arme nucléaire garantit sa sécurité. Le renseignement avec les systèmes d'écoute, les satellites espions et les agents infiltrés doivent lui permettre de connaître les intentions et les moyens de ses rivaux. La diplomatie est un aspect majeur de la puissance. La Russie possède un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et le droit de veto. Avoir des alliés est indispensable pour ne pas paraître isolé aux yeux de sa propre population, mais aussi pour avoir des relais et des bases à l'extérieur. La Russie est la 11e puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut de 1630 milliards de dollars, soit 1000 de moins que la France. Elle possède quelques grandes FTN, mais spécialisées dans les hydrocarbures. Sa monnaie et ses normes n'exercent pas d'influence. Sur le plan culturel, la Russie est très peu présente. Néanmoins, l'État finance des films pour fortifier le patriotisme de sa population et des Russes vivant à l'étranger. L'influence sur l'étranger passe aussi par des chaînes d'information, en continu, Rossiya Today, et des sites internet. Dans le domaine des sciences, la Russie peine à renouer avec l'époque de la splendeur soviétique. Néanmoins, Moscou investit des milliards de dollars pour améliorer la situation.
Sur le plan politique, la situation est complexe. Le régime présidentiel est autoritaire et n'hésite pas à arrêter les opposants. Néanmoins, les Russes soutiennent majoritairement Poutine qui leur a rendu leur confort de vie, leur fierté et leur sentiment de puissance. Mais ce modèle politique ne fait guère rêver que les dictatures et les régimes autoritaires. Les fondements et caractéristiques de la puissance reposent donc sur des conditions importantes, territoire et population. L'influence peut s'exercer par la force et la pression à travers le hard power, mais aussi par la séduction avec le soft power. La Russie ne possède pas tous les atouts de la puissance. Néanmoins, elle en a suffisamment pour imposer certaines de ses ambitions et pour refuser de céder à ses adversaires et rivaux.